Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire cette semaine, comment assurer la participation effective des femmes dans les processus de paix? Au Niger, une association intervient dans les villages pour les sensibiliser à la lutte contre le terrorisme. Moi, Anti-Balaka raconte la guerre civile qui a déchiré la Centrafrique en 2013, mais d'une façon inédite, en bande dessinée. Son auteur, Florent Kassaï, sera avec nous depuis Bangui. Pour finir, une évasion et un peu de rêve, nous embarquerons à bord du mythique train bleu pour traverser les plus beaux paysages d'Afrique du Sud. Au Niger, elles représentent plus de 50% de la population. Les femmes peuvent jouer un rôle essentiel pour le maintien de la paix. L'association Réseau national des femmes pour la paix mène un programme de sensibilisation pour lutter contre l'extrémisme religieux. Une initiative qui n'est pas sans danger pour les organisatrices du projet. Notre correspondant Harold Girard a suivi l'une des interventions du groupe dans le village de Liboré. Fatoumata Issaka est l'une des fondatrices du Réseau national des femmes pour la paix. Aujourd'hui, plus de 150 villageoises sont là pour l'écouter. Le militaire qui patrouille et qui s'occupe de notre sécurité, est-ce qu'il sait qu'il y a un terroriste dans ton village? Est-ce que le terroriste va se laisser repérer? Bien sûr que non, c'est une guerre de ruse. Les femmes sont des victimes privilégiées dans les zones de conflit. La menace terroriste amène avec elle un risque plus élevé de viol comme arme de guerre. Au Niger, dont une large partie du territoire comporte des risques d'attentats, leur transmettre les meilleurs réflexes est un enjeu de sécurité nationale. Nous, les femmes qui sommes à la maison, c'est nous qui voyons qui rentre et qui sort du village. Si dans une maison vide à côté de chez toi, tu vois quelqu'un qui s'y installe 2 jours par exemple, alors que tu ne le connais pas, tu ne connais pas ses intentions, tu dois dire à ton chef de village qu'il y a un étranger. Des réflexes qui tardent à s'installer dans les villages concernés. Pour Fatoumata Issaka, c'est l'implication de toutes qui influera sur la situation sécuritaire du pays. Parce qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Et nous, c'est dans ce sens-là que nous œuvrons pour responsabiliser les jeunes et les femmes qui sont victimes et actrices en même temps. Des rencontres que les Nigériennes aimeraient voir se multiplier, mais dans plusieurs zones du pays, l'insécurité reste trop élevée pour atteindre une majorité de femmes. L'ONU, qui accompagne près de 300 associations au Niger, diffère régulièrement des actions prévues en milieu rural. Lorsque le contexte insécuritaire ne le permet pas, malheureusement, on ne va pas non plus mettre en danger la vie de ces bénéficiaires-là ou de nos partenaires. Et donc nous, on préfère, par prudence, lorsque la situation ne le permet pas, renoncer à pouvoir apporter une aide de manière ponctuelle, quitte à ce qu'on puisse revenir lorsque la situation se calme. En 2020, le gouvernement nigérien s'engageait à intégrer les femmes dans le processus de paix à l'horizon 2024. Il a décidé de raconter le conflit qui a traumatisé son pays grâce au 9e art. Sa bande dessinée s'intitule « Moi, Anti-Balaka, une révolution paysanne » parue aux éditions L'Harmattan BD. On retrouve tout de suite Florent Kassaï dans la capitale centrafricaine Bangui. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous revenez sur le massacre de Bohong qui a lieu en 2013, à travers le regard de votre héros, Zao, un homme ordinaire qui mène une existence tranquille avant qu'elle ne soit chamboulée par le conflit. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire que vous racontez? Moi, Anti-Balaka est le récit du drame qu'a vécu la population de Bohong, c'est-à-dire population musulmane, chrétienne, animiste et autres. Crise qui a commencé avec la prise de pouvoir par les Séléka en 2013. Ceux-ci, très vite après avoir pris le pouvoir à Bangui, se sont répandus dans les villes de province et avaient commencé à se livrer à des séries d'exactions sur la population civile. Et ça a été le cas à Bohong. Et la population de Bohong non musulmane avait subi en silence ces séries de violences jusqu'à un moment où il s'est rendu compte que le salut ne pouvait venir que d'elle-même, puisqu'il n'y a personne ne venait à son secours. C'est à ce moment que la population a décidé de prendre les armes pour se protéger. Malheureusement, cette prise d'armes avait connu des séries de bavures parce que les anti-Balaka, finalement, se sont pas seulement trompés de cibles, mais finalement avaient mêlé les cibles. C'est-à-dire, ils s'en sont pris à la fois aux
combattants Séléka et à la fois aussi musulmans. C'est votre première bande dessinée. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et de dessiner cette BD ? C'était en 2014, je partais pour mon poste à Bokaranga, un peu plus au nord. Et c'est quand j'étais arrivé à Bouong, c'était la première fois que je découvrais la localité. Et cette bourgade, selon les témoignages que j'avais recueillis, était le poumon économique de la préfecture de Luampende. Mais malheureusement, au moment où on arrivait, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Parce que la bourgade était complètement, pas complètement, mais en grande partie rasée, suite au conflit. Et c'est alors que je me suis approché d'un groupe de jeunes qui étaient là au bord de la route, puisque une grande partie de la population s'était déplacée. Et ils m'ont informé de la situation. Arrivé une fois sur place à Bokaranga, j'ai commencé à recueillir des témoignages auprès de mes élèves, ressortissants de Bouong, bien sûr, qui m'ont fourni des séries de témoignages sur les exactions qui avaient été commises dans la ville. Exactions commises à la fois par les Séléka, mais ensuite aussi par les anti-Balaka. Alors au départ, l'idée était d'en faire un roman, mais après réflexion, je me suis dit qu'une BD serait plus intéressante puisque l'image est plus parlante que le texte. Vous êtes aussi professeur d'histoire et géographie. Est-ce que votre BD peut servir de support pédagogique ? Oui, bien sûr. Vous savez, le devoir de l'enseignant n'est pas que d'enseigner telle ou telle discipline, mais aussi d'éduquer les jeunes. Et vous savez surtout que la majorité des acteurs de la crise, mais aussi les victimes, sont les jeunes. Et donc, cette BD pourrait servir d'un outil de sensibilisation dans les établissements scolaires et peut-être même universitaires pour amener les jeunes à comprendre que l'usage de la force ne détruit pas que les autres, mais ça te détruit toi-même d'abord. Très brièvement, pour terminer, quel est le message que vous souhaitez faire passer ? Les gens ont pensé qu'en prenant les armes, ils allaient régler leur problème par un coup de bâton magique. Mais malheureusement, la prise des armes n'a fait qu'envenimer la crise. Et finalement, vous allez voir, dans la dernière bulle de la BD, le témoignage de Zao qui dit « La crise n'a fait que nous détruire et nous diviser ». Et en réalité, c'est le cas. La guerre ne fait que détruire et ne fait que diviser. Donc, la solution à nos problèmes, ce n'est pas la prise des armes, c'est plutôt de se mettre ensemble et de discuter. Merci Florent Kassaye de nous avoir fait découvrir votre BD « Moi, anti-Balaka, une révolution paysanne ». 48 heures de luxe, un service 5 étoiles. Le train bleu relie la capitale sud-africaine Pretoria au Cap en 2 jours. La lenteur fait partie du voyage. Elle permet d'admirer les divers paysages traversés. Autrefois principalement réservé aux touristes étrangers, il est désormais plus accessible aux Sud-Africains. La compagnie a cassé les prix depuis la crise du Covid-19. Nicolas Bertrand, Fabien Fougère et Céline Marchand nous font monter à bord. Le train bleu parcourt les grands espaces d'Afrique du Sud depuis près d'un siècle. C'est l'un des trains les plus luxueux au monde. 19 wagons de boiserie et de dorure qui promettent à ses passagers un voyage dans le temps. En gare de Pretoria, ce couple de Sud-Africains rejoint son compartiment pour 2 jours de voyage vers le Cap. 1600 km. Voici votre chambre, la suite numéro 7. Merci, ça a l'air très beau. Chaque cabine a son majordome particulier. Tout est conçu comme dans un palace. Les 41 chambres possèdent un secrétaire, un salon. Et pour les plus luxueuses, une baignoire et une robinetterie en plaqué or. Enfin, on y est. On va être servi, nourri, tout le monde va être aux petits soins pour nous. On espère se relaxer autant que possible. Il est 14h, le train se met en route. Un défi pour le conducteur. Avec la pandémie, le vol de câbles en cuivre a explosé sur les voies ferrées d'Afrique du Sud. Tout le trafic ferroviaire a été fortement touché. Les voleurs prennent de grands risques pour gagner quelques euros. Le Covid-19 a laissé de nombreuses personnes sans ressources. Parfois, ils volent les câbles juste sous vos yeux. Ça retarde le train. Et quand ils les volent, vous restez sans électricité.
Au plus fort de la pandémie, le train bleu est resté plusieurs mois à quai. Quand il a redémarré, la compagnie a cassé les prix, moins 30% pour faire revenir les voyageurs. Pour monter à bord, cette touriste sud-africaine a tout de même payé 1 300 € en pension complète pour 3 jours. Le train bleu, ça a toujours été plutôt réservé aux étrangers. Et aujourd'hui, nous, les Sud-Africains, on a l'opportunité de monter à bord grâce à la tarification Covid. J'ai pu acheter un billet pour ma mère de 83 ans. C'est le voyage d'une vie à mon âge. C'est un rêve pour moi d'être ici. La signature du train bleu, c'est ce wagon panoramique. Le lieu préféré des voyageurs. Le convoi ne dépasse jamais les 60 km/h, ce qui laisse du temps pour admirer la vue. C'est toute l'Afrique du Sud qui défile. Le désert de Karoo, les montagnes ciselées du Swartberg, des paysages sublimes. Mais aussi les bidonvilles, symbole d'un des pays les plus inégalitaires au monde. Entre tous ces gens qu'on croise, les rencontres qu'on fait à bord, et puis ces paysages, cette vie qui défile lentement sous nos yeux, on est comme dans un monde à part, dans notre petite bulle. Quand le soleil se couche, c'est l'heure du dîner dans le wagon-restaurant. Et ici, c'est tenue correcte exigée. Nous demandons à ces messieurs de porter le costume cravate et pour les dames d'être élégantes. Mais elles le sont toujours, elles sont numéro 1. À table, les majordomes servent des grands crus et des plats dignes des chefs étoilés. Tout est préparé à bord. Oh mon Dieu, vous mangez de la cuisine gastronomique dans des wagons des années 20. C'est incroyable. Le train va rouler toute la nuit. Le Palace sur rail affiche complet pour les prochains mois. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Jeunes et talentueux, ils ont compris la force du groupe. Si on était chacun dans son coin tout seul, on n'y arriverait pas. Le collectif Rood, fraîchement né dans le 94, affûte sa vision d'une mode audacieuse et responsable. La collection elle est inspirée de la rue, surtout. Au lieu d'aller produire encore des tissus pour faire de la surproduction, je préfère venir ici. Rood, à l'assaut de la hype, c'est dans Pas de quartier. Pas de quartier, à voir sur France 24 et france24.com. Prenez soin de votre gazon en regardant la météo avec le désherbeur manuel Gardena, solution naturelle pour retirer les mauvaises herbes. Gardena, expert en outils de jardin.